Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'Institut royal des études stratégiques a publié un rapport sur l'avenir de l'agriculture au Maroc dans un contexte marqué par la rareté structurelle de l'eau. Dans ce rapport, la Confédération alerte sur la situation alarmante de l'agriculture et met en garde contre la dégradation avancée des ressources productives de base. On parle des eaux, du sol, des forêts et de la biodiversité. L'IRS met également en garde contre l'accentuation de la dépendance vis-à-vis de l'étranger pour combler les déficits croissants en produits alimentaires de base. L'IRS, qui dans son dernier rapport a avancé une série de propositions et de recommandations pour réviser le modèle de développement agricole, des recommandations qui prennent en considération les nouveaux paradigmes de souveraineté alimentaire, de préservation des ressources hydriques, de durabilité et de résilience du capital naturel. Quel est le bilan de la campagne agricole cette année? Quel diagnostic doit-on faire face à la pénurie d'eau et quels impacts sur la production agricole et sur la sécurité et la souveraineté alimentaire? On en parle ce soir avec Monsieur Rachid Ben Ali. Vous êtes le président de la COMADER, donc la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Justement, notre invitation. Alors, si on devait parler d'agriculture, qu'est-ce qu'on peut dire de l'agriculture cette année, donc de la dernière saison agricole? Comment se porte l'agriculture aujourd'hui? L'agriculture, c'est, comme tout le monde le sait, malheureusement, on est à la 5e ou à la 6e année de sécheresse consécutive. Maintenant, on ne parle plus de sécheresse, on parle d'un changement climatique. La sécheresse, c'est juste un manque d'eau. Maintenant, il y a le manque d'eau, il y a le réchauffement climatique, des moments de pic de température inattendus, des vagues de grêle qu'on n'a jamais vues, des pics de chaleur suivis par un froid. Donc vraiment, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. On est en train de vivre ces dernières années, donc c'est très très difficile. On vit des moments très difficiles. Nous ne sommes pas les seuls. Je pense qu'il y a une bonne partie du monde qui vit dans les mêmes conditions. Donc maintenant, il reste à prier en premier, déjà. Et à trouver des solutions. Après avoir de l'eau, pour les barrages, pour la nappe, pour tout ce qu'il faut. Parce que maintenant, si on n'a pas d'eau, on n'a rien. Voilà, c'est ça le gros du problème. Et si on devait faire le bilan de l'année 2024 à ce jour? À ce jour, parce que l'année 2024, c'est pas la campagne céréalière qui définit vraiment l'année, parce qu'il n'y a pas uniquement, heureusement pour nous, il y a quelques années, d'ailleurs, on se basait sur le céréal. Il y avait plus de 50% de la production nationale de l'agriculture venait du céréal et tout ce qui suit, les grandes cultures, ce qu'on appelle légumineuses, céréales, oléagineux, les plantes fourragères, donc tout ce qui est grande culture. Aujourd'hui, heureusement, avec la diversification, on a d'autres produits et la céréaliculture nous représente sur le PIB agricole pas plus de 10%, ça dépend des années, ça peut varier de 7 jusqu'à 15%, mais c'est très variable. Donc on peut dire que au niveau de céréales, effectivement, c'était une très mauvaise année. On s'attendait au pire encore. On est en deçà de ce qu'on attendait. Nous, en tant qu'agriculteurs, on s'attendait au pire. On a eu heureusement le mois de mars qui a été bien arrosé. On a eu un rattrapage dans les zones où il y avait encore une possibilité de rattraper. Sinon, ça aurait été la catastrophe. Maintenant, les autres produits, jusqu'à présent, se portent bien. Tout ce qui est maraîchage, tout ce qui est arboriculture, au moins ces deux produits, ça marche bien pour l'instant. On espère que ça va continuer. Donc le bilan, il est plutôt positif? Positif, non, on ne peut pas dire positif, réellement, non. Même si se porte bien au niveau de certains produits, mais on ne sait pas de quoi il est fait l'avenir, parce que là, on a des coupures drastiques, on n'a jamais vu ça. On est coupé, les barrages sont à sec, ils bloquent complètement, même si c'est des endroits où il y a encore une petite possibilité, on n'a pas d'irrigation. On a l'interdiction totale de forage. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement? Il y a quelqu'un qui pompe à 60 mètres, il a un problème, il approfondit un petit peu encore, aller à 70 mètres ou à 80 mètres parce qu'il y a encore une possibilité d'eau. Maintenant, il est impossible de creuser. Et quand on dit impossible, donc on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas l'avenir de moi. C'est des puits, on est en train de pomper, on est en train d'irriguer et du jour au lendemain, on est coupé. On se retrouve à zéro. Donc on ne sait pas déjà ça. Et déjà, l'avenir, si on sait qu'il n'y a plus d'eau,
qu'on n'a plus le droit de forer, on n'a plus le droit d'avoir d'autres barrages. Et alors, les prochaines cultures, c'est ça où il y aura un problème. Les agriculteurs vont vraiment, ils sont désespérés, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont planter ou non? Est-ce qu'ils vont cultiver encore l'année prochaine? Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'interrogations sur l'avenir, et ça, c'est malheureusement l'agriculteur vit avec. Un avenir flou. Mais qu'est-ce qui a contribué à la situation critique qu'on vit aujourd'hui? Il y a la sécheresse, bien évidemment, il y a les conditions climatiques, mais au-delà de ça, est-ce qu'au niveau des pratiques, il y a des choses qu'il faut remettre en question aujourd'hui, des pratiques agricoles notamment? Des pratiques agricoles, il y a quelques pratiques, effectivement, qu'on peut changer. C'est quelques pratiques, c'est-à-dire quand on est dans des endroits où, peut-être en montagne, des endroits où il ne fallait pas creuser, il ne fallait pas planter, à un certain moment, au-delà de 1500 mètres, 1200 mètres. Donc ça a déstabilisé un petit peu l'écosystème. Mais c'est très, très peu par rapport à l'ensemble. Parce qu'on parle des plantes aussi aquavores. C'est un nouveau terme pour nous, l'agriculture. Mais qu'est-ce que ça représente tout ça? Ça représente quelques milliers d'hectares. Notre problème, c'est 8 millions d'hectares. C'est pas alors, les plantes, c'est-à-dire quand on prend la tomate, l'avocat, les fruits rouges et tout ça, c'est moins de 30 000 hectares. Tout ça. Donc, maintenant, c'est bien de pointer toujours du doigt des cultures qui consomment beaucoup d'eau. Bon, déjà, la majorité de ces produits-là se trouvent dans des zones où il n'y a pas de gros problème d'eau. Quand on parle de l'Ocos et le Gharb vers la côte, il n'y a pas vraiment un problème d'eau, déjà. Deuxièmement, ça représente quelques milliers d'hectares. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, agriculteurs et responsables de secteur, c'est-à-dire professionnellement, c'est-à-dire en organisation professionnelle, c'est l'ensemble du Maroc. L'ensemble du Maroc ne s'arrête pas à l'Ocos ou à la région de Rel, ne s'arrête pas à quelques 30 000 hectares. Maintenant, on ne doit pas se cacher derrière ce prétexte. On doit voir la réalité en face. Ce qui a été fait, qu'il faut vraiment le dire et le répéter, ce qui n'a pas été fait ailleurs, c'est qu'on est passé, depuis 2008 à aujourd'hui, on est passé de 180 000 hectares en goutte à goutte à aujourd'hui à 850 000 hectares de goutte à goutte. Ce qui est une très bonne chose. S'il n'y avait pas ce goutte à goutte, on continuait jusqu'à présent à irriguer en gravitaire, et le gravitaire, c'est au moins 15 fois plus. Ça veut dire qu'on a économisé, on parle toujours d'1,5 milliard, 2 milliards de mètres cubes annuellement qu'on a économisé. Mais c'est ça ce qui nous fait aujourd'hui qu'on vous trouvez sur les marchés, sur les étals encore, des légumes à un prix abordable. C'est grâce à ça. Des stratégies qui ont donc porté leurs fruits aujourd'hui. S'il n'y avait pas le goutte à goutte, celui qui est aujourd'hui, qui a semé 10 hectares de pommes de terre, avec le gravitaire, il allait semer 1 hectare. Et vous faites le calcul, c'est rapide, pour voir le manque à gagner qu'on avait eu, si on n'avait pas le goutte à goutte. Ça, c'est parmi les choses, vraiment, c'est tellement flagrant. Le meilleur résultat, c'est ça, c'est de voir 6 ans de sécheresse, et on a encore des produits sur nos étals à un prix très abordable. D'ailleurs, ce qui nous fait peur, parce que c'est des prix trop abordables pour l'agriculteur. On se demande comment il va faire l'année prochaine, et ce qu'il va s'en sortir. Parce que nous, notre rôle, c'est de préserver déjà le métier, l'agriculteur. Parce que si on perd l'agriculteur, on perd tout. Si on perd un arbre, il nous faut 7 ans pour le reprendre, pour le remplacer. Maintenant, on demande toujours à nos consommateurs, on essaie de faire le maximum pour baisser les prix, mais il n'y a pas que l'agriculteur. Le prix sortie ferme n'a rien à voir avec le sortie sur les étals. Le meilleur exemple, c'est ce qui se passe au niveau de la viande maintenant. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé à un certain moment sur la pomme de terre, l'oignon et la tomate. Il faut faire et c'est ça ce qui est dommageable, parce que là, il y a des écarts énormes. Et l'agriculteur, de l'autre côté, on lui fait vraiment une pression. Il y a chaque fois la pression sur les prix, et l'agriculteur, il est obligé de baisser les prix, encore baisser les prix, et il se retrouve, à un certain moment, on se demande, ce qui nous intéresse maintenant, c'est sauver l'agriculteur. S'il est pris par les prix, s'il perd de l'argent, ou s'il s'en sort difficilement, et il a un problème financier, demain, il n'y aura pas de production, tout simplement. Sauver donc l'agriculteur en réduisant peut-être cette chaîne d'intermédiaires qui semble grandir de plus en plus. Et donc, c'est eux qui font
en sorte que le prix final est beaucoup plus élevé que ce que l'on pourrait, en tout cas, pratiquer. Ça fait partie des gros problèmes. Ça, c'est partie des gros problèmes qu'on peut facilement contourner et éviter. Et quelles cultures sont aujourd'hui les plus menacées au vu de la situation, au vu du changement climatique, avec cette sécheresse qui, rappelons-le, devient de plus en plus chronique. On est à la 6e année aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des cultures qui sont particulièrement menacées, qui pourraient disparaître ? Disparaître complètement, non. Il y aura toujours des gens qui croient, il y a toujours une possibilité. Mais réduire, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on a remarqué au niveau de la céréaliculture. Cette année, on a l'habitude d'avoir des 4,5 millions d'hectares. Cette année, on était à 2,5. On a perdu quand même plus de 40%. Pour certaines cultures en particulier, ou vous parlez de manière générale ? De manière générale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on continue à prendre des mesures aussi drastiques qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui, l'eau, les agences du bassin et tout ce qui suit, tout ce qui bloque, si on continue comme ça, l'année prochaine, on risque d'avoir des problèmes sur la pomme de terre et l'oignon. Et on risque d'avoir aussi des problèmes sur l'arboriculture. En termes de quantité ou en termes de prix ? Les deux. Les deux, bien sûr. C'est automatique, ça va de soi. Si on baisse les surfaces, automatiquement, le prix va s'envoler. Mais à condition de les trouver déjà. Alors, il y a ça, il y a l'arboriculture. Si on perd les arbres, c'est ce qu'on n'arrête pas aujourd'hui, de tirer les sonnettes d'alarme. Un arbre, il faut 7 ans pour le remettre. Et si on perd aujourd'hui les arbres, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les agrumes, sur l'olivier. Ce sont des arbres qui sont menacés aujourd'hui parce que ce sont dans des endroits où il y a beaucoup moins d'eau et on est en train de fermer les robinets, donc ils souffrent énormément. Ce qui se passe aussi au niveau de la betterave sucrière, de la canne à sucre, on est passé de 76 000 hectares à quelques 26 000 hectares au niveau de la betterave. Si on a moins de betteraves, c'est automatiquement plus d'importation, plus l'écosystème betterave, par exemple, sucrière, c'est énorme. C'est la main d'œuvre, elle est utilisée d'une manière incroyable dans ce secteur-là. C'est des milliers d'emplois, c'est tout un écosystème. Et si on est en train de baisser cet écosystème, je me demande ce qu'ils vont faire les gens dans ces zones, dans ces périmètres-là. Il faut trouver une solution de rechange. C'est ça. Il y a sauver l'agriculteur, sauver les 3,5 millions d'emplois que nous avons. Ce sont des choses qui sont liées. Maintenant, me dire que l'agriculture consomme de l'eau, c'est tout à fait normal. C'est une plante, elle doit se nourrir, elle aussi. Consomme d'eau. Si on part d'une plante bien spécifique, c'est les plantes aquavores, donc on part toujours, c'est quelques milliers d'hectares, mais je pars du reste. C'est la pomme de terre, elle doit consommer de l'eau. Elle doit vivre, l'oignon doit consommer de l'eau. L'olivier, pareil. Les produits maraîchers, tous les produits de fourragères, tout ça, ça consomme de l'eau, c'est tout à fait normal. C'est une plante, elle doit vivre. C'est Dieu qui a créé cette plante, c'est lui qui lui a donné on m'a sorti 150 litres d'eau pour faire un kilo de tomates. C'est Dieu qui a créé ça, c'est pas l'agriculture, c'est tout à fait normal. Maintenant, on doit savoir qu'on doit manger et boire. On ne boit pas uniquement. On doit manger et boire. Et à quel prix ? Premièrement. Deuxièmement, il y a quand même 13 millions d'habitants dans le rural. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Vivre sur des zones bourgs, non irriguées. Vous savez très bien, on est à 5e année de sécheresse. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a des plantations, on est obligé d'irriguer. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas le faire. Ça ne peut pas se faire. Oui, donc cette rareté de l'eau qui reste un problème qui majeur, c'est la base du problème. C'est donc la base du problème. Et justement, on va revenir sur ce rapport dont je parlais en préambule de l'IRS qui a sonné également qui a tiré la sonnette d'alarme. Et qui a critiqué également l'extension non réglementée de l'irrigation privée encouragée par certaines politiques publiques. Comment ces irrigations privées affectent-elles la disponibilité des ressources en eau ? Ça dépend, comme on a toujours dit. Il faut voir un verre, il est à moitié vide. Est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein ? Ça dépend si on est pessimiste ou optimiste ou pessimiste. C'est ça ce qu'on est en train de voir. Maintenant, on part d'une politique agricole. On part du plan Maroc vert, pour le citer directement. On part du plan Maroc vert
Mais on n'a pris que les mauvais côtés, malheureusement, du plan Maroc Vert. Effectivement, il y a des mauvais côtés. Il n'y a pas une politique 100% qui peut être réalisée ou 100% bénéfique pour tout le monde. C'est impossible. Il y a eu des lopés, il y a eu des... Mais il faut voir le bon côté. S'il n'y avait pas, et ça j'en suis sûr, et je peux aller avec n'importe quel expert, il peut me dire ça, parce que moi je suis sur le terrain. Je ne suis pas dans un bureau, ni derrière un ordinateur, je suis dans un terrain. Et pour vous rassurer, je ne fais que de l'olivier et du blé. Donc, j'ai ni tomates, ni avocat, ni rien du tout. Mais pour vous dire que le plan Maroc Vert a fait beaucoup de bien pour la population. Il y a beaucoup de populations beaucoup de couches sociales qui ont profité du plan Maroc Vert. Tous les emplois qui ont été créés. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas. Premièrement. Deuxièmement, il y a tout ce qui est en goutte à goutte. S'il n'y avait pas de goutte à goutte, effectivement, il y avait des abus. Il y a eu des gens que je vous ai dit au début, des gens qui ont planté à un certain moment de certaines hauteurs, je suis contre par exemple. On plante dans des endroits où il y a moins d'eau pour faire de l'avocatier par exemple, ça c'est clair, on peut pas continuer dans des choses pareilles. Mais 90%, ça a été utile. 90%, ce sont de goutte à goutte qui a été destiné à l'olivier, aux agrumes, aux arbres fruitiers, et surtout au maraîchage. Et c'est ça ce que le consommateur marocain consomme tous les jours. Maintenant, comme on dit que la sécurité alimentaire, on ne peut pas assurer une sécurité alimentaire. Que ce soit maintenant ou plus tard, c'est impossible. On ne peut pas assurer le blé pour le Maroc, c'est impossible. On peut produire mieux, produire plus, mais assurer une sécurité alimentaire, c'est impossible. Ce sont des chiffres, c'est-à-dire on a quoi au total ? 1 600 000 hectares irrigués. Avec l'arboriculture et tout. Le total, c'est 1 600 000 hectares. Les 1 600 000 hectares, il y a des plantes quand même. Si on avait mis à la disposition de la céréaliculture ces 1 600 000 pour produire des céréales, on aurait produit au grand maximum 100 000 quintaux. 100 millions de quintaux. D'accord, on aurait peut-être la satisfaction on ne va pas importer du blé. Mais les maraîchages, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Et le Marocain ne mange pas que du pain uniquement. Il mange du pain, il mange tous les produits. Heureusement, on doit être satisfait du plan Maroc Vert. Satisfait, on s'en fout, on appelle ce qu'on veut. Mais la politique aujourd'hui, le résultat est là. Tout ce qu'on veut, on le trouve. Et à des prix très abordables. Donnez-moi un pays autour de la Méditerranée où il y a encore de la pomme de terre à 4 dirhams ou 5 dirhams, déjà avec tous les intermédiaires qu'il y a. Sortie ferme, elle est à 2 dirhams 40. Trouvez-moi un pays autour de Porto Meta, sauf les pays où il y a bien sûr subventionné au maximum, pas subventionné, d'une autre manière, sauf l'Égypte par exemple, où ils ont de l'eau gratuitement, ils ont la main-d'œuvre, un quart de notre prix, l'eau gratuite et l'énergie, moins que la moitié de notre énergie. Sauf ces pays-là, en dehors de l'Égypte, les autres pays, trouvez-moi un pays où la pomme de terre sera de dirhams 40. Et ça, c'est une politique, qu'on l'accepte ou non, c'est une réalité. Une souveraineté alimentaire donc qui se maintient bien au Maroc grâce aux stratégies qui ont été entreprises et notamment au plan Maroc Vert dont on voit aujourd'hui les fruits comme ce que vous venez de nous expliquer. On l'a bien compris d'ailleurs depuis le début de cette émission. En ce qui concerne les investissements dans le secteur agricole, que pouvez-vous nous dire des investissements ? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui suffisants ? Que ce soit au niveau national ou même international. Les investissements aujourd'hui. Le plan Maroc Vert, pendant ce plan-là, on a investi 11 milliards de dollars, l'ensemble. Sur 11 milliards, il y a 3 milliards et demi qui sont venus ou 4 milliards pratiquement qui sont venus du public, et les autres, c'est du privé qui a investi. Le privé a fait confiance à ce projet et a investi. Le privé a investi plus de 6 milliards de dollars. C'est quand même énorme, 60 milliards de dirhams qui ont été investis sur 12 ans. Maintenant, les investissements sont pratiquement à l'arrêt, sont en diminution. Pour quelle raison ? Parce que on ne voit pas l'avenir. Avec 6 ans de sécheresse, on ne sait pas est-ce qu'on doit investir ou non. On ne sait pas dans quelles conditions qu'on va investir. Est-ce qu'on maintient les unités de conditionnement ou non ? Est-ce qu'on va le faire ? Est-ce qu'il y aura de la production pour ça ? Comment maintenir justement l'attractivité de ce secteur pour les investisseurs en tout cas ? On le maintient parce on peut le maintenir encore parce que je ne sais pas si vous avez vu un rapport qui a été fait entre la Comadère et le Conseil de la concurrence sur le marché des fruits et légumes. Et donc le rapport sort quelque chose comme une perte de plus de 30% de gaspillage post-récolte. C'est un gaspillage qui se fait entre la fin de la récolte jusqu'à l'arrivée chez le consommateur. On part de 30%. Si on avait les investissements qu'il faut,
au niveau du froid, les chaînes de froid, aux normes, vraiment qu'est-ce qu'il faut aux normes, les normalisations, c'est-à-dire au lieu de vendre la tomate, c'est un fruit, au lieu de le vendre dans des caisses de 30 kilos, c'est un fruit noble qui a quand même valeur, il fallait le vendre dans des cajots, dans des petites plaques de 5 kilos, dans des emballages faits. Si on arrive à avoir ça, on va gagner énormément sur le gaspillage déjà. Et ça, donc, il y a un potentiel énorme. Ce gaspillage pouvait entraîner aussi l'industrie de tout le reste, les jus, les sauces et tout ce qui suit. C'est un gaspillage qu'on pouvait l'utiliser. Donc ça, c'est pour ça qu'on encourage encore les agriculteurs à investir dans la transformation, dans l'agro-industrie, tout ce qui suit. Ça permet de garder les 3,5 millions d'emplois que nous avons aujourd'hui dans le rural, de les maintenir sur place, et ça nous permet d'éviter le gaspillage qu'on est en train de subir aujourd'hui. Donc ça, c'est notre première demande, c'est ça, pour investir. En plus, il y a un sérieux problème qui se pose pour l'agriculture aujourd'hui, c'est le financement. Le financement, d'ailleurs, le rapport de l'IRES en a parlé, c'est une réalité, c'est un problème sérieux. Il y a une seule banque qui finance l'agriculture aujourd'hui. Une seule banque qui finance à hauteur de 50% de ses crédits, de son encours, 50% pour l'agriculture. C'est impossible pour une activité qui représente 14%, 15% du PIB. Donc il nous faut plus d'investissement, il y a plus de financement. S'il n'y a pas de financement, tout ce qui est lié aujourd'hui aux intermédiaires, aux spéculateurs, et la base de tout ça, c'est le financement. Parce que l'agriculteur ne vend pas le produit à l'aise, ne vend pas les produits jusqu'à maturité. Il est obligé de les vendre à 2 mois, 3 mois avant. Aujourd'hui, on a l'oignon qui sera disponible, il sera arrivé à maturité dans 1 mois et demi. Eh bien, figurez-vous que plus que la moitié aujourd'hui est déjà vendu sur pied, sur champ. Donc, parce que l'agriculteur n'a plus les moyens d'arriver jusqu'au bout de chaîne. Donc, les besoins donc, en financement sont encore importants, en tout cas, très importants. dans le secteur. Est-ce qu'on peut parler d'une préférence au niveau de l'investissement pour les produits qui sont destinés à l'export ? C'est-à-dire que... Non, je n'ai pas compris la question. Est-ce que c'est l'agriculteur qui a une préférence ou ce qu'il faut faire ? Non, les investisseurs, est-ce qu'ils préfèrent investir dans les produits qui sont destinés à l'export plutôt que les produits locaux destinés aux besoins justement nationaux ? C'est tout à fait normal, mais on a besoin des deux. Même tous les investisseurs font les deux. Il n'y a pas d'investissement qui est destiné à 100% à l'export. Très rare, sauf dans les fruits rouges, par exemple, où il y a le marché marocain est très peu par rapport à l'export. Donc, il y a ces investissements-là qui sont effectivement, c'est pour ça qu'on trouve un petit peu des étrangers dans ce créneau. Mais pour nous, c'est dans l'agriculture, avec un grand A, c'est une niche. Quand on parle de 5 000, 10 000 hectares, pour nous, c'est une niche N'empêche qu'on a besoin de ces agriculteurs-là. Parce qu'un hectare de tomates, c'est 6 à 7 emplois par hectare. Un hectare de céréales, c'est 0,1 emploi à l'hectare. Vous voyez un petit peu, donc on a besoin de tout. C'est tout un écosystème qu'il faut maintenir. Un écosystème qu'il faut sauver. Donc l'agriculteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les 5 millions d'emplois qui existent. 3,5 millions d'emplois et 13 millions de personnes qui vivent dans ce monde. Tout à fait, merci pour la précision. On arrive déjà au terme de cet entretien, mais avant de finir, un dernier mot sur ce rapport qui vient d'être publié de l'IRS. Qu'est-ce qui ressort essentiellement de ce rapport et puis qu'est-ce qui ressort au niveau des recommandations, des propositions qui ont été faites en quelques mots ? Franchement, je suis resté sur votre faim. C'est vraiment ma faim parce que je m'attendais à un rapport qui soit avec autant d'experts et tout ça. Je m'attendais qu'un rapport soit un peu plus précis et qu'il nous arrive avec des résultats réellement, avec des recommandations concrètes. C'est-à-dire, on a un problème sur les céréales, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre les 100 millions de quintaux. 100 millions de quintaux, par exemple. On a un problème qu'on arrive avec des réponses concrètes. Mais malheureusement, ce que je regrette, parce que c'est un bon rapport en général, mais le rapport avec des sommités au niveau des experts, on attendait que c'est resté très général. D'accord. Et malheureusement, c'est resté très vague et très général sur des choses qu'on connaît. Nous, agriculteurs, c'est quelque chose... moi, en tant qu'agriculteur, j'ai rien appris de nouveau. Tout ce qu'il y avait sur le rapport, c'est mes problèmes. C'est vrai que ce sont mes problèmes, mais malheureusement, il n'y a pas eu de solution qu'on doit présenter.
Et un constat a été dressé sur ce qui est observable, en tout cas sur le terrain. Malheureusement, il faut pousser un peu plus loin. Je pense que c'était pas un rapport, c'est un rapport que sur la base d'une journée de travail, je pense, ça a été fait. Je pense que c'est un travail pareil, ça doit demander beaucoup plus et avoir au moins l'avis des agriculteurs. Quand même, ce sont à 100% des experts et ce sont des experts qui sont. Nous, on est sur le terrain. C'est ça la grande différence. On est sur le terrain et on a mis notre argent. Et on sait de quoi on souffre aujourd'hui. C'est ça, c'est très important pour nous. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Rachid Ben Ali. Merci. Je rappelle que vous êtes président de la Comader. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Médian TV.